À la question comment j'ai sélectionné ces souvenirs, j'ai tout simplement laissé travailler la mémoire. C'est pour ça que ça s'appelle mémoire, sans S. Je l'ai laissé travailler. Il y a des choses qui me sont revenues à l'écriture. Donc c'est comme, oui, c'est comme de lancer un filet, et puis on ramasse des poissons qui sont dans des eaux de plus en plus profondes. Je n'ai pas été jusqu'aux profondeurs où on ramasse des poissons aveugles dans les profondeurs des océans tout noirs, mais presque quand même, j'étais pas loin de ça. Et donc j'ai laissé faire le travail. Moi j'ai été le scribe de ma mémoire et le scribe de l'inconscient, rigoureusement rien d'autre. Je n'ai rien sélectionné du tout. Ma fille qui a 44 ans, et qui me disait « Mais maman, il faut que tu racontes cette période qui vous a tous tellement marqué, qui est tellement importante sur l'histoire des idées, ce début du féminisme, il faut que tu nous racontes ça. » Et puis, un certain nombre de amis, quand je leur racontais mes histoires indiennes ou africaines, disaient « Mais qu'est-ce que tu attends pour écrire ça ?» Donc, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec le bilan d'une vie normale. J'ai pas eu une vie normale. Quant à la psychanalyse, vous savez, j'ai été très bien psychanalysée. Et donc, il m'est arrivé exactement ce que décrit Freud. Une bonne psychanalyse, c'est celle qui s'oublie. Eh bien, j'ai tout oublié. Et c'est très bien comme ça. Il n'y a rien qui m'énerve plus que la phrase de Malraux à propos du destin, je ne sais plus comment c'est. La mort, c'est ce qui transforme la vie en destin. Quelle ânerie, mais quelle monumentale ânerie. Quand on analyse chaque séquence, on voit qu'il y a des raisons précises, que ça n'est ni le destin, ni la chance, ni le hasard, mais une série de déterminismes très précis qui ont conduit à cette situation-là. Pourquoi ça m'arrive à moi ? Je ne refuse rien, en réalité. Je ne refuse aucun contact, aucune expérience. Donc j'aurais pu dire, Lévi-Strauss m'invite à son séminaire, mais moi je suis philosophe, je ne suis pas anthropologue, donc je dis non. Alors ça, j'ai jamais dit non à rien. J'ai toujours dit oui à tout. J'aurais pu dire, Jankélévitch n'était pas à la mode. Au contraire, il était très décrié quand il m'a demandé de rejoindre à la Sorbonne. Donc la seule vertu que peut-être j'ai eue, c'est de dire oui. J'ai pris 2 décisions que je n'ai jamais regrettées. La première, plusieurs. Premièrement, j'ai quitté l'université pour le journalisme. Première décision, imprudente, mais que j'ai prise. Deuxièmement, quitter le salariat pour partir avec un homme à l'autre bout du monde, un homme qui m'avait convaincu que si j'avais tout le temps pour écrire, j'écrirais mieux. J'ai écrit ce chapitre qui s'appelle « Je ne suis pas un écrivain », avec beaucoup d'ironie dans le titre et la manière, parce que je ne me sens pas comme d'autres amis écrivains, mes contemporains, hein, ceux de mon âge en général, et de ma génération, je ne me sens pas investi de l'intérieur de la fonction écrivain. Dans mon esprit, c'est le peuple qui désigne l'écrivain, c'est pas l'écrivain qui se désigne lui-même. Voilà pourquoi j'ai osé appeler ce chapitre « Je ne suis pas un écrivain ». Quant à la définition professionnelle, c'est une question de libraire. Et donc, il y a d'ailleurs beaucoup de libraires qui se débrouillent très bien avec les indéfinis, les inclassables, dans lesquels, dans les faits, je me range, encore que j'écris tantôt des essais, tantôt des romans. Il se trouve que ça apparaît comme aussi que j'ai été la mémorialiste d'une époque. C'est en tout cas ce qu'on m'écrit beaucoup. Très bien, c'est parfait. C'est un peu ce que je voulais, sans le chercher vraiment à tout prix. Je suis contente que ça soit ça. Ce qui est fait maintenant, je crois, en tout cas, c'est la description de la vie intellectuelle française dans les années 60. Ça, je pense que je l'ai fait au mieux que je pouvais.